Pouvoir casser des chevilles sur un duel n'est pas donné à tout le monde. Et quand on est capable, tu sors facilement du lot car à toi tout seul, tu peux faire de grosses différences. Si aujourd'hui tu n'as pas des appuis efficaces, tu dois savoir que ça se travaille et que tu peux très bien t'améliorer dans ce domaine. Bien sûr, certains joueurs auront toujours plus de facilité que d'autres, ça c'est indéniable. Mais dans cette vidéo, je vais te montrer ce que tu peux mettre en place dès aujourd'hui pour devenir meilleur au duel. On va parler du travail de pied, de mobilité, de décélération, de pliométrie ou encore de stabilité du tronc. Donc reste bien jusqu'au bout si tu ne veux rien louper de tout ça. Et si tu ne me connais pas, moi c'est Maxence Grenouillat, préparateur physique spécialisé pour les handballeurs depuis plus de 2 ans et joueur depuis plus de 15 ans. J'accompagne principalement des joueurs à atteindre le niveau national mais aussi à y être performants. Et maintenant que je me suis présenté, si tu es prêt, on va pouvoir démarrer directement avec le travail du pied. Le travail du pied est beaucoup trop sous-coté. Pourquoi? Parce que c'est un travail qui est assez chiant à faire, on va pas se mentir, c'est pas ce qui est le plus amusant à travailler, mais par contre, si tu réfléchis bien, c'est la seule partie de ton corps qui est en contact direct avec le sol. Imagine-toi, tu vois, moi je fais 1m80, je porte 1m80 sur un pied qui va faire 42 cm. Si tu réfléchis, il faut que ton pied soit forcément très efficace pour retenir tout ce corps. Donc forcément, il va falloir travailler tes appuis au sol pour pouvoir être meilleur dans tout ce qui va être changement de direction, etc. T'imagines bien qu'à chaque fois que tu vas vouloir mettre ton pied au sol et qu'il va falloir repousser tout ton corps, il va falloir que ton pied soit capable d'absorber l'énergie, tu vois, quand tu viens poser le pied, d'être rigide, c'est-à-dire qu'il ne va pas s'écraser, il ne va pas s'effondrer, de pouvoir bien s'ancrer au sol, donc ça revient un peu dans la même idée que la rigidité, c'est-à-dire qu'il est solide, il s'ancre bien au sol, il glisse pas, tu vois, c'est là où tu vas vite perdre tes appuis. Donc vraiment, tu t'ancres au sol. Ensuite, il va devoir transmettre l'énergie, c'est-à-dire qu'une fois qu'il a absorbé, qu'il est stable, il va falloir qu'il retransmette l'énergie pour faire un mouvement dans l'autre sens et il va falloir être réactif. C'est-à-dire que c'est bien qu'il soit rigide, c'est bien qu'il s'ancre, c'est bien qu'il transmette, mais s'il fait tout ça en un temps très long, tu vas avoir un duel qui va être inefficace. Donc il va falloir être capable d'être réactif dans toutes ces étapes-là. Et le problème, c'est que si tu as un pied qui n'est pas efficace, c'est que tu vas avoir des compensations généralement au niveau des autres articulations. En gros, c'est tes genoux qui vont venir prendre pour compenser le manque de mobilité au niveau de la cheville. Ça peut être tes hanches qui peuvent prendre aussi. Donc, si tu ne fais pas l'effort de bien travailler au niveau du pied, c'est là où tu peux avoir facilement des petites douleurs au genou, à la hanche et qui peuvent se répercuter même sur tout le corps. Donc c'est quelque chose de super important à travailler. Comment on va pouvoir travailler ça? Par exemple, ce qui peut être intéressant, ça va être de venir travailler sa proprioception au niveau du pied. Donc moi, ce que j'aime bien faire, c'est des exercices assez simples, mais pas facile pour tout le monde. C'est-à-dire que y en a qui ont du mal à maîtriser leurs pieds, surtout au niveau des doigts de pied par exemple. Un exercice que j'aime bien faire, c'est venir lever le gros doigt de pied en laissant tous les petits doigts de pied au sol. Et inversement, on pose le gros doigt de pied au sol et on vient relever tous les autres petits doigts de pied. Il y en a énormément qui ne sauront même pas faire ce geste tout simple. Et pourtant, c'est une des choses qui montre assez facilement si justement tu maîtrises bien ce travail au niveau du pied. Autre chose, ça va être le renforcement, tu vois, intrinsèque de tous les petits muscles à l'intérieur du pied. Donc par exemple, être capable de contracter la voûte. Ton pied, si je te montre, ça fait un peu une voûte comme ça et généralement les gens vont avoir tendance à s'affaisser, donc avoir le pied plat. On va pas revenir sur ça. Avoir le pied plat, c'est pas forcément mauvais. Ça dépend comment tu gères tout ça. Mais en tout cas, il faut quand même être capable un minimum de venir contracter cette voûte. Et en gros, tu peux avoir ton pied qui va être au sol. De toute façon, j'essaierai de te mettre des vidéos. Donc, je te montre ici avec la main. Mais normalement, tu auras sûrement une vidéo. L'idée, c'est vraiment de venir crocheter juste avec la voûte. En fait, c'est la voûte qui va venir se contracter, se rétracter et en faisant ce mouvement-là, normalement, tu dois voir ta voûte plantaire qui fait un arche un peu plus important sans avoir à justement griffer avec les pieds ou quoi que ce soit. C'est juste une contraction de la voûte qui doit faire en sorte que ça s'arrondit. Donc ça, c'est un mouvement qui peut être très intéressant à venir travailler. Tu vas voir aussi tous les autres petits muscles qu'on va pouvoir travailler avec par exemple le mouvement de griffer. Tu vas venir griffer une serviette. Je ne sais pas, tu cherches à attraper une serviette, tu mets une serviette avec un poids au bout et tu viens ramener la serviette vers toi. Tu cherches vraiment à enfoncer les petits doigts de pied dans la serviette avec le gros doigt de pied aussi bien enfoncé dans le sol, bien stable et avec tous les autres doigts de pied, hop, tu viens ramener la serviette vers toi.
Donc, on a aussi l'exercice que je te disais de dissocier au niveau des doigts de pied. Ça peut être de voilà, dissocier soit gros doigt de pied, petit doigt de pied, soit l'inverse. Tu pourrais même faire d'autres choses, hein, essayer de dissocier petit doigt de pied par petit doigt de pied. Alors là, c'est beaucoup plus technique, beaucoup plus compliqué. Là, je ne vais pas te mentir, les trois quarts, même moi, n'y arriveront pas. Mais ça peut être intéressant d'essayer de prendre conscience de, tu vois, tous tes doigts de pied les uns après les autres. Donc ça, c'est du renfort plutôt intrinsèque au niveau du pied, mais un petit travail qui peut être super important. Après, voilà, il va falloir travailler aussi sa raideur au niveau de ce pied. Donc là, on va plus travailler sur de la pliométrie extensive. Par exemple, tu vois, tout ce qui va être des pogos, où juste tu viens travailler ce complexe pied-cheville, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de... Le genou, les hanches et tout ne rentrent pas dans la composante du mouvement, c'est vraiment au niveau du pied et de la cheville que tout se passe. Donc les pogos, c'est vraiment je viens taper avec ma cheville au niveau du sol. Et ce qui peut être intéressant, c'est de venir le faire dans un premier temps de manière, je dirais, entre guillemets, délestée, c'est-à-dire que tu vas vraiment te concentrer sur un pied, sur le rebond au niveau de ce pied avec une cheville vraiment, on va dire stiff, c'est-à-dire vraiment raide, rigide plutôt, parce que raide ça a une connotation un peu mauvaise. Donc là on va dire plutôt rigide et vraiment c'est l'avant du pied même carrément qui vient faire, tu vois, ces petits mouvements-là. Et tu peux même ne faire aucun mouvement et juste venir taper dans le sol dans le sens à penser au fait que tu ne veux pas que ta cheville elle s'écrase à chaque fois. Il faut vraiment que ta cheville reste solide et tu rebondis juste en tapant dans le sol tout droit sans forcément faire d'action. Juste tu veux être rigide et ne pas t'écraser au sol. Et là où tu pourrais travailler aussi, c'est par exemple en faisant des drops. Euh, Ça peut être un drop sans partir d'une box ou quoi. Juste toi, tu te mets sur la pointe des pieds, tu te laisses tomber et tu te réceptionnes sur la pointe des pieds. Et l'objectif, ben, c'est de ne pas t'écraser au sol encore une fois et d'être vraiment rigide au moment où tu tombes au sol. Tu peux le faire aussi depuis une box du coup, où tu cherches aussi à tomber sur l'avant du pied et pas sur le pied complet, vraiment sur le devant du pied et tu cherches à être bien solide à l'appui. Après, on va avoir aussi tout le travail un petit peu technique, parce que forcément, euh, si tu es rigide, etc., mais que dans la pose de tes appuis, tu n'es pas très efficace, ça va servir pas à grand-chose. Donc, on va travailler aussi un peu cette technique avec, par exemple, du travail de décélération, où tu vas venir poser ton appui dans des directions différentes, en cherchant vraiment à être, encore une fois, rigide, à te stopper net et à changer de direction. Et donc, tu vas venir poser tes appuis dans des directions un peu différentes pour travailler toutes ces choses-là. Donc, le pied, c'est quelque chose que tu peux travailler de manière, de différentes manières. Et c'est une toute petite partie de ton corps, mais vraiment hyper importante. Et ça peut être long de faire tout ce travail. Donc, c'est pas je vais me focus sur ça 1, 2, 3 semaines. C'est quelque chose que tu dois faire sur un continuum, enfin, ça doit être un travail continu avec des évolutions, comme toujours de toute façon, comme tout ce qu'on travaille, il faut toujours mettre des évolutions. Par exemple, dans un premier temps, tu vas peut-être pas démarrer avec des gros drops, tu vas vraiment démarrer avec des petites réceptions sur toi-même, puis petit à petit des drops, puis des pogos de plus en plus haut et toutes ces choses-là. Mais en tout cas, ne néglige vraiment pas ce travail au niveau du pied. Le deuxième type de travail qu'on va pouvoir mettre en place, ça va être le travail de mobilité, surtout au niveau des chevilles, des hanches et même du genou. Au niveau des chevilles, ce qui va être important, c'est d'avoir une bonne flexion dorsale. La flexion dorsale, c'est quoi? C'est quand tu cherches à ramener ton pied vers ton tibia. Même si une bonne flexion plantaire va être aussi important, flexion plantaire, cette fois, ça va être de faire l'inverse, donc de ramener, enfin de tendre ton pied au maximum. Pourquoi c'est important? Parce que si tu manques de flexion, en fait, tu vas pas être assez bas sur tes appuis. C'est-à-dire que tu vas avoir du mal à avoir le centre de gravité qui s'abaisse, parce que sur un changement de direction, ça va être important d'abaisser son centre de gravité pour pouvoir repartir assez vite. Mais si tu manques de flexion au niveau de ta cheville, ce qui va se passer, c'est que forcément ton genou il va pas pouvoir partir vers l'avant et donc généralement tu vas compenser peut-être un petit peu avec le haut du corps et le buste et tu vas partir tu vas pas être bien équilibré et tu vas pas pouvoir retransmettre assez de force. Et pareil, au niveau de cette force, c'est que plus tu as d'amplitude,
plus tu es capable de mettre de la force sur une grande amplitude. Et donc, quand on est capable de mettre de la force sur une grande amplitude, eh ben, on va pouvoir générer plus de force et plus de vitesse. Donc, plus tu as d'amplitude au niveau de la cheville, du genou, des hanches, plus tu vas pouvoir mettre d'amplitude dans ton mouvement et de pouvoir repousser par exemple. Tu vois, sur un duel, ce qui va se passer, c'est que tu vas avoir une grande amplitude, tu vas venir amener ta jambe sur un côté et là, quand tu vas repousser, si tu as une toute petite amplitude, tu vas galérer à battre le gars au duel. Donc, il faut vraiment que tu sois capable de mettre beaucoup d'amplitude, beaucoup de force dans ton mouvement pour passer d'un côté à l'autre. Ça va aussi forcément t'éviter de te blesser entre guillemets. On va pas dire éviter de se blesser parce que tu peux pas vraiment éviter de te blesser, mais dis-toi que justement, si tu fais une grande amplitude alors que toi, tu n'es pas assez fort dans ces amplitudes-là, ce qui va se passer, c'est que justement, ça risque de péter. En gros, je t'explique, si tu tends ta jambe et que tu veux changer de côté, mais que tu n'étais pas assez fort dans cette amplitude, ton corps il va te dire, oula, là c'est un petit peu dangereux et forcément, c'est là où tu vas avoir des petites micro-déchirures, tous ces trucs-là qui font que forcément, tu vas venir te blesser derrière. Donc, la mobilité, ça te permet vraiment d'être beaucoup plus fort dans beaucoup plus d'amplitude et donc de supporter beaucoup plus de contraintes. Donc, qu'est-ce que tu pourrais faire comme mobilité au niveau de la cheville ? Au niveau de la cheville, ce qui peut être intéressant, c'est par exemple de venir travailler en Pales Raise. Si tu ne connais pas les Pales Raise, en fait, le principe, c'est d'avoir une première phase d'étirement. Donc, ça va permettre de relâcher un petit peu les muscles autour. Et après, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir faire une contraction Pales où là, on vient travailler les muscles étirés. Et après, on va faire une contraction Raise où on va venir contracter les muscles raccourcis. Et en faisant ça, forcément, tu vas travailler sur tes fins d'amplitude sur les deux côtés de la courbe, c'est-à-dire sur le moment où tes muscles sont raccourcis et sur le moment où tes muscles sont étirés. Donc, ça va être vraiment intéressant pour venir pour venir gagner de l'amplitude et d'être plus fort dans cette amplitude. C'est vraiment le principe des Pales Raise, c'est avant tout de se relâcher un petit peu les muscles pour gagner de l'amplitude, qui est vraiment pour le coup, tu la gagnes sur le moment, mais si tu la renforces pas, derrière tu la perds. Donc là, le principe, c'est de gagner sur le moment, de venir renforcer cette nouvelle amplitude pour que petit à petit, ça devienne ton amplitude normale. Donc voilà ce que tu peux faire au niveau de la cheville. Au niveau des hanches, ce que tu peux venir faire, c'est pas mal de travail autour des rotations. Pourquoi ? Parce que c'est un mouvement qui est vraiment primordial et quand tu travailles tes rotations, généralement, tu as tendance à débloquer ta flexion et ton extension. Donc, on va se concentrer sur un travail de rotation, même si tu peux aussi travailler en flexion, en extension. Mais là, pour le coup, je te conseille vraiment de mettre l'accent sur le travail de rotation avec en premier, par exemple, du travail de CARS, où donc tu vas venir débloquer toute ton amplitude au niveau de ta hanche et après pareil on peut mettre des Pales Raise, des lift off, mais toutes ces choses là je t'en parlerai sûrement un petit peu plus précisément dans une autre vidéo. Au niveau du genou, ce qui peut être intéressant, c'est pareil, exactement la même chose, travail de rotation, flexion, extension. Pourquoi ça peut être intéressant au niveau du genou, le travail de rotation? Parce qu'on sait, tu vois, les croisés, ça se fait généralement sur des mouvements un peu anodins et tu te le fais très généralement aussi tout seul. Et c'est souvent sur des petits mouvements de torsion, comme justement sur un changement d'appui, où en fait ce qui se passe, c'est que ton pied se plante au sol et toi, en même temps, tu changes de direction. Donc ton tibia il est fixe, mais toi tu commences à changer de direction, donc tu as une petite rotation qui se passe à l'intérieur du genou. Et si tu es incapable d'avoir un minimum de rotation au niveau du genou, d'ailleurs au moment où je t'en parle, tu sais peut-être même pas c'est quoi d'avoir de la rotation au niveau du genou, et ce qui va se passer, c'est que c'est là où ça va tirer sur les ligaments et c'est là où ça peut péter. Alors je te dis pas que parce que tu fais des rotations de genou, tu te feras pas les ligaments, mais encore une fois, c'est toujours mieux d'avoir de grandes capacités pour pouvoir supporter plus de contraintes. Donc voilà, ça va être super important de venir travailler sa force dans de grandes amplitudes pour être plus mobile. Le troisième point, on l'a un petit peu abordé, ça va être le travail de la décélération. C'est quoi la décélération ? C'est vraiment apprendre à se freiner. Et ça, il va falloir le faire dans plusieurs vecteurs, vecteur vertical et horizontal. C'est-à-dire que tu vas devoir apprendre à freiner dans le vecteur vertical, donc vers l'avant, dans le vecteur horizontal, sur le côté. Donc, comment ça va se faire ? En fait, ça va être vraiment un travail de relâchement où j'essaye de
dire à mon corps le plus rapidement possible, ok, là tu dois te stopper. Donc tu vois, ça va être, je vais venir vers l'avant et bam, je plante le pied dans le sol et j'essaie vraiment d'être solide. Comme je te disais tout à l'heure, en faisant des drops, tu te laisses tomber d'une box, bam, j'essaie d'être le plus solide possible. Ça va vraiment être tout ce travail-là où j'apprends à vraiment passer de 100 à 0. Ce qui est intéressant, voilà, c'est d'être capable de passer de 0 à 100, mais aussi et surtout de 100 à 0. Parce que imagine une voiture qui va à fond, qui va à 100 km/h, mais qui est incapable de se freiner. Bah, t'imagines bien que ça va être le crash total. Et bah, toi, c'est exactement pareil. Quand tu vas venir faire un duel au hand, tu vas généralement arriver dans un vecteur vertical, c'est-à-dire que tu vas arriver en courant vers l'avant. Et ce qui va se passer, c'est que d'un coup, tu vas vouloir passer sur un vecteur horizontal. Tu cours, tu t'arrêtes et là, tu veux aller sur le côté. Donc, il faut être capable d'apprendre à freiner vers l'avant, puis vers le côté. Et après, généralement, tu vas repartir vers l'avant. Donc, repasser du vecteur horizontal sur le côté à je repousse vers l'avant. Et tout ça, ça s'apprend en étant capable de freiner le plus rapidement possible. Dis-toi, quelqu'un qui a du mal à freiner, en fait, ce qui va se passer dans son mouvement, c'est que quand il va arriver devant le joueur, le temps que son corps s'arrête, eh ben, il va perdre énormément de temps. Alors qu'un joueur qui est capable de faire un freinage ultra rapide, c'est-à-dire que tu es là, bam, direct, dès que tu as posé l'appui au sol, tu t'es arrêté et tu es capable de repousser dans l'autre sens, ça va être beaucoup plus efficace que celui qui met 20 ans à freiner et qui galère à changer de vecteur. Donc ça va être super important de débloquer cette capacité-là à freiner. Et tu verras que ça sera aussi corrélé à ta capacité à maintenir un tronc solide qu'on parlera juste après. Donc, on essaye vraiment d'apprendre à freiner. Ça va se passer par du travail de relâchement. J'apprends à me relâcher. Donc, par exemple, ça peut être des drop and catch si tu ne connais pas. C'est quoi des drop and catch? Le principe, c'est de se relâcher et d'un coup, de venir se rigidifier, soit pour se freiner, soit pour justement après relancer avec un autre mouvement. Donc je suis là, je me laisse tomber, bam, je me rigidifie en fin d'amplitude et bam, je change de direction. Donc voilà pour ce qui va être de la décélération, quelque chose de super important et que beaucoup oublient parce que direct, on veut sauter, on veut reproduire le duel, mais si tu n'es pas capable de freiner, tu iras absolument nulle part. Maintenant, pour ce qui est de la pliométrie, tu sais, ça va être super important. Pourquoi? Parce que la pliométrie, ça va te permettre de travailler ta réactivité au sol. Donc là, on va pouvoir faire du travail dans différentes directions parce qu'encore une fois, comme je te l'ai dit, le duel, c'est passer du vertical à l'horizontal à la verticale. Donc, il faut être capable de sauter vers le haut, sauter sur le côté. Quand je dis sauter vers le haut, c'est un peu sauter vers l'avant aussi. En fait, ça va être différentes directions qui vont être importantes. Et même, tu vois, un duel, ça peut se terminer par un saut. Donc, c'est important d'être capable de savoir faire son duel et après changer encore une fois de direction vers le haut, vers l'avant, vers les côtés. Ça va être hyper important. Donc, pour ça, on va pouvoir faire différents types d'exercices, du plus simple au plus compliqué. Ou par exemple, juste tu vas venir faire des pogos latéraux, ça peut être des sauts avec une pause, ça peut être des sauts enchaînés sur le côté. Ensuite, ça peut être des drops où justement quand tu tombes, tu veux te pousser le plus rapidement sur le côté, des drops où tu vas aller sur le côté puis vers l'avant. Il y a vraiment un million de choses qui peuvent être faites, mais vraiment l'intérêt de la pliométrie en fait, c'est d'avoir l'intention que dès que tu vas venir toucher le sol, tu vas être le plus réactif possible. C'est-à-dire que tu t'imagines que le sol, c'est de la lave et que tu veux y passer le moins de temps possible. Dès que ton pied pose, bam, tu veux changer de direction. Dès que le pied se pose, bam, je change de direction. C'est vraiment quelque chose qui doit se faire en quelques millisecondes. D'ailleurs, la pliométrie, normalement, c'est un mouvement qui se fait avec un temps de contact au sol qui est de moins de 250 millisecondes. Donc, ce n'est pas tout ce qui va être des box jumps, etc. C'est vraiment tous les mouvements où tu vas enchaîner une phase où il y a un appui au sol, il y a un changement et un autre changement très rapide. Donc, par exemple, des pogo jump, c'est de la pliométrie si tu cherches vraiment à être réactif au sol et à passer le moins de temps possible. Donc, comme je te disais, il va falloir travailler dans différentes directions. Ça peut être dans un premier temps à deux jambes, puis petit à petit à une jambe, depuis des hauteurs de plus en plus hautes et toutes ces choses-là. Un exercice aussi qui est pour moi la pliométrie ultime, ça va être le sprint.
Alors tu vas te dire le sprint, qu'est-ce que ça a à voir vraiment avec un changement de direction? C'est vrai, c'est pas un changement de direction, encore que on pourrait travailler du sprint en courbe, etc. Mais pourquoi le sprint, ça va être super intéressant? Parce qu'encore une fois, il faut arrêter de tout penser en termes de mouvement. C'est-à-dire que si tu travailles ton sprint, tu vas travailler justement ta réactivité au sol. Et même si ce n'est pas dans un vecteur latéral, enfin, sur le côté, eh ben, ça va quand même travailler ta réactivité au sol et ça va être transférable sur ton mouvement de changement de direction. Donc bien sûr, il faudra réintégrer quelque chose de plus spécifique après avec justement des changements de direction, mais il n'y a rien de plus puissant pour travailler ta réactivité au sol que le sprint. Donc travailler son sprint, c'est augmenter sa réactivité au sol et après tu l'introduis dans quelque chose de plus spécifique. Mais c'est un travail qui est vraiment trop négligé pour moi et tu verras que si tu t'entraînes, enfin si tu te mets à faire du sprint, tu vas avoir des gros changements dans énormément de choses, que ce soit dans ta vitesse, que ce soit dans tes sauts, que ce soit même dans tes tirs. Parce que justement, encore une fois, si tu es capable de développer plus de puissance au sol, et ben ça se transfère aussi sur ta capacité après à tirer plus fort. Donc le sprint, c'est vraiment un exercice ultime, l'exercice de pliométrie le plus sous-coté et que beaucoup de personnes oublient. On va finir avec la stabilité au niveau du tronc. Voilà un travail beaucoup trop sous-coté aussi, encore une fois. Pourquoi? Parce que personne aime faire ses abdos ou ceux qui aiment faire des abdos, généralement, font un peu toujours la même chose à base de crunch, etc. Mais il faut savoir que le tronc peut faire plein de mouvements. On va dire qu'il peut faire il y a 4 directions possibles. Ça va être la rotation, la flexion, l'extension et l'inclinaison. Et il va falloir travailler dans toutes ces directions si tu veux pouvoir être efficace. Pourquoi? Reprenons notre mouvement de changement de direction. Quand tu vas vouloir faire ton appui, ce qui va se passer, c'est qu'énormément de personnes vont s'écraser au moment du changement de direction. Et en fait, ça te fait perdre énormément de temps d'avoir le corps qui part du même côté où tu poses ton appui. Ce qu'il faudrait, c'est arriver, être bas sur ses appuis, poser son appui, pardon, et changer de direction en ayant le corps déjà aligné où tu vas aller. C'est très compliqué, c'est très technique, ça demande vraiment une grande stabilité au niveau du tronc, mais justement, c'est pour ça qu'il va falloir le travailler impérativement. Donc ici, ces mouvements-là, tu peux les travailler de deux manières différentes, de manière statique et dynamique. Ici, ce qui va être plutôt intéressant, ça va quand même être le travail de manière statique. Donc par exemple, pour faire de l'anti-inclinaison, parce que souvent ce qui va se passer, c'est que tu vas incliner sur ton mouvement de changement de direction, et ben, tu vas faire des mouvements où tu vas par exemple porter une charge que d'un côté, et le but ça va être de ne pas te laisser emporter par la charge. Et donc ce type d'exercice-là, ça va vraiment te permettre de comprendre comment tu peux stabiliser ton corps avec une charge qui t'emporte. Là, ça va être encore plus dur avec ton changement de direction parce que forcément, tu as toute cette question de vitesse qui va rentrer en jeu dans ton mouvement. Mais c'est là où ça va être important justement de comprendre cette capacité à ne pas avoir le corps qui bouge quand tu viens poser tes appuis. Et tu vas voir que ça va te rendre beaucoup plus efficace. Parce que le fait vraiment de se laisser tomber vers l'avant sans le vouloir, en vrai on ne le veut pas, mais c'est comme ça parce que on n'arrive pas à maîtriser notre corps et à être assez gainé sur notre changement. Mais ça te fait perdre énormément de temps et ça t'empêche en plus, on va dire, de camoufler un petit peu le mouvement que tu veux faire. C'est-à-dire que le mec, il va voir que tu commences à t'écraser et il va vite comprendre que tu vas vouloir changer, tu vois. Alors que si tu arrives à rester droit et que tu poses tes appuis, le mec, il ne sait pas vraiment vers où tu peux aller et c'est là où tu vas être beaucoup plus efficace dans ton changement et que tu vas pouvoir gagner beaucoup plus facilement ton duel. Donc, il faut vraiment apprendre à avoir ce corps aligné, dans la direction où tu vas commencer à changer de direction. Donc, si tu poses ton appui à gauche, il faut que tu vois ton corps, il commence déjà à être plutôt aligné pour partir vers la droite. Et c'est là où tu vas être le plus efficace. S'améliorer sur le duel est loin d'être aussi simple qu'on pourrait l'imaginer, mais largement possible avec un petit peu de travail. Comme tu as pu le constater, avoir de bons appuis, ça découle de multiples compétences à maîtriser. C'est un travail autant du bas du corps que du haut du corps.
On aurait même pu parler par exemple de la coordination parce qu'il y a vraiment énormément de composantes qui rentrent en jeu, mais on verra sûrement dans d'autres vidéos. Mais si aujourd'hui tu devais te focus sur une seule chose selon moi, je te dirais d'aller travailler sur le pied parce que c'est vraiment extrêmement sous-coté et pourtant en y réfléchissant encore une fois, comme je te l'ai dit, c'est le seul et unique point de contact de notre corps avec le sol. Et des déséquilibres au niveau du pied et des appuis, ça peut avoir d'énormes conséquences, comme je te l'ai dit aussi, sur les étages d'au-dessus. Donc, commence par ça absolument. Et si j'ai un conseil à te donner, c'est ne compte pas juste sur le fait de répéter les gestes des milliers de fois pour t'améliorer. Parce que tu te rendras vite compte que c'est loin d'être efficace si tu n'as pas les capacités physiques pour être efficace. Si tu penses que faire des milliers et des milliers de duels à l'entraînement, ça va être forcément utile, je pense que tu perds un petit peu, tu comprends pas forcément ce que tu fais. Parce que, comme je te disais, si tu répètes 20 000 fois le mouvement, mais que tu le répètes 20 000 fois en t'écrasant, il y a toujours un moment où ton geste, il va stagner et il va pas s'améliorer. Donc, il faut que tu prennes pas forcément ton mouvement pour améliorer ton mouvement, mais que tu regardes autour de ton mouvement, qu'est-ce qui peut améliorer ton mouvement. Et justement, comme je te le disais, travailler ta pose d'appui, travailler ta technique, travailler ton gainage et toutes ces choses-là va faire que tu vas être beaucoup plus efficace petit à petit. Tout ça sans avoir à répéter inlassablement ton mouvement. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'aidera enfin à casser des chevilles sur le terrain. Et si tu es un joueur ambitieux qui rêve d'atteindre le niveau national, je t'ai créé une ressource gratuite où je te donne les 4 étapes indispensables en prépa pour pouvoir atteindre la nationale. Pour accéder à cette ressource, il te suffit de cliquer sur le premier lien en description. Si cette vidéo t'a plu et que tu veux que j'aborde d'autres sujets sur la préparation physique au handball, n'hésite pas à mettre un petit like et à t'abonner pour pouvoir pousser le contenu auprès d'autres joueurs. Sur ce, on se dit à la semaine prochaine. Ciao les handballeurs.